Alors, vous présenter Wuchang, c'est une tâche un petit peu difficile, puisque vous le connaissez tous. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire que vous ne sachiez pas? Bon, je vais commencer par des banalités. Il est psychiatre, il est psychanalyste, et comme vous le savez, il consacre une bonne partie de son temps, la majeure partie de son temps, à l'hôpital de la Salpêtrière, au sein du pôle de chirurgie, qui comprend un certain nombre de services, comme la chirurgie maxillofaciale, la stomato, la chirurgie neurosensorielle, la neurochirurgie, l'ophtalmologie, l'ORL, et aussi les urgences cérébrovasculaires. Et c'est au sein de cet ensemble de services que Wuchang Guiliardi a mis en place la formation clinique analytique hospitalière, le FCA, une formation qui passe par une prise en charge des patients sur le long terme, avec une supervision, et qui permet, une formation qui permet de s'inscrire pleinement dans une équipe hospitalière, bien au-delà des stages obligatoires. Alors, Wuchang Guiliardi, psychiatre, mène depuis toujours un combat au sein de l'hôpital général pour que l'écoute analytique ait droit de cité. Et c'est dans ce contexte que l'APM, la création de l'APM, a vu le jour en 1997. Ce qui va me permettre un petit rappel historique, parce que l'implication professionnelle d'Wuchang Guiliardi recouvre l'activité de l'APM et le développement de l'APM. Alors, de mémoire, je dirais qu'avant même que l'APM soit fondée en tant qu'association, Wuchang Guiliardi, dans le cadre de l'ALI, présentait régulièrement des malades atteints de maladies somatiques graves. Alors, les psychanalystes étaient familiers des présentations de malades en hôpital psychiatrique, mais qu'un psychanalyste s'attache à faire ce travail public avec des malades somatiques pris en charge par l'hôpital général, eh bien, c'était une grande première. Et à ce titre, on peut dire que Wuchang Guiliardi était un pionnier. Et puis, avec la création de l'association il y a presque 20 ans... Non, tu n'étais pas un pionnier? Non, c'est un monument. C'est trop tôt pour parler de monument. Et donc la création de l'APM, c'était il y a presque 20 ans. Et depuis 20 ans, eh bien, on peut dire que l'offre s'est diversifiée. Il y a 20 ans, il y avait donc cette présentation de malades, et puis un petit groupe fermé qui s'appelait la revue de presse, qui était un séminaire de réflexion autour de publications qui nous avaient intéressés. Puis il y a eu aussi un autre groupe fermé, qui était un groupe d'intercontrôle. Enfin, quand je dis fermé, c'était plutôt intime, parce qu'il y avait encore peu de gens qui connaissaient l'APM. Donc un groupe d'intercontrôle, un séminaire régulier d'Wuchang qui a duré de nombreuses années, des conférences d'analystes, de médecins, jusqu'à ce que nous structurions un petit peu ces conférences pour mettre en place des cycles de conférences autour d'un thème. Alors, dans l'ordre, il y a eu narcissisme et atteinte corporelle, masochisme et pulsion de mort, qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse, de la guérison, psychanalyse et vérité, et puis ce cycle que Wuchang Guiliardi va clore ce soir, du forclusif dans ses avatars somatiques. Le prochain cycle sera Vous avez dit jouissance, et peut-être Geneviève Vialet-Bin vous en dira quelques mots tout à l'heure. Voilà. Donc tout ça, ça représente 8 ans de recherche sur des thèmes où le corps est directement en jeu. Alors il y a aussi de nombreux groupes cliniques, théoriques, des groupes de travail, de lecture, de réflexion, de supervision, des séminaires qui constituent aujourd'hui l'offre de formation de l'APM, jusqu'à de nouvelles activités qui démarrent à la rentrée prochaine
qui réunira à la fois les présentations cliniques, excusez-moi, les nouvelles activités l'année prochaine, ce sera le café psychiatrie, un certain nombre de conférences sur la psychiatrie classique, disons, certainement pas le DSM. Et puis une unité de recherche clinique qui réunira à la fois les présentations cliniques et le café psychiatrie. Alors l'APM s'est développée, a évolué dans une cohérence qui est bien visible au travers du site que nous avons créé il y a, je pense, presque 10 ans. Et puis en parallèle, il y a eu aussi l'activité édition qui a commencé par le courrier de l'APM, qui a duré de 1998 jusqu'en 2007. C'était une publication interne assez artisanale, mais néanmoins avec des articles tout à fait intéressants. Et la collection complète est toujours disponible, elle est à votre disposition sur commande dans notre site. Et puis, vous pouvez les retrouver aussi numérisés, et on les a tous numérisés, ils sont sur le site dans la rubrique publication. Et puis l'APM a auto-édité ses colloques, ses cycles de conférences, jusqu'à ce qu'il y ait cette collaboration avec les éditions EDP Sciences, ce qui fait que les publications sont maintenant distribuées en librairie. Et vous pouvez facilement les commander sur le net. L'APM y développe sa propre collection, Le corps a ses raisons. Alors les dernières publications publiées par EDP Sciences, c'est en Folie à la Salpêtrière, à la suite du colloque Charcot, et Qu'est-ce que la guérison pour la psychanalyse. C'est le dernier livre qui est sorti, que vous trouverez ici, et je pense que c'est une bonne lecture pour les vacances, à la fois solide et agréable à lire. Et la prochaine publication réunira les interventions de ce cycle du Forclusif. Alors, j'ai fait cette historique pour prendre la mesure de tout ce qui a été initié par Ouchang Guiliardi depuis presque 20 ans. Et j'ai envie de dire qu'il y a les lanceurs d'alerte, mais il y a aussi les lanceurs d'idées. Et toute la question après, eh bien, c'est de les attraper, les idées, et de les soutenir au quotidien de l'institution, ce qu'on essaye de faire le mieux possible. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre. J'ai pas eu trop d'idées d'ailleurs. Beaucoup. Et merci à Paul Laurent de venir participer à ces 2 soirées de fin de cycle. Et merci à vous d'être là. J'avais inauguré. Voilà, qui avait inauguré le cycle. Alors, je vais donc clore ce cycle de 2 années, mais certainement pas conclure en question. Il me semble que nous n'en sommes même pas au début, comme l'ont montré la difficulté des conférenciers ou la quasi-impossibilité même d'aborder le sujet. Juste un exemple, depuis de nombreuses années, je serine cette question de la somatose. Ça ne passe pas, et pourtant la formule freudienne, la formule lacanienne, pardon, de cette conclusion avec le retour dans le réel, je ne sais pas où elle est plus évidente que dans les histoires de fracas corporels et de maladies physiques. Donc c'est un des nombreux continents aveugles des psychanalystes, c'est un saut qui ne se franchit pas comme ça. Alors pour ce soir, Malraux et Lacan prédisaient que le XXIe siècle serait religieux. Au XXe siècle, la religion ne pouvait pas en parler. S'il y avait une catégorie qui pouvait en parler, c'était les anarchistes artistes du genre Harakiri, qui se permettaient de critiquer sans gants, mais sinon on ne pouvait pas en parler, ou alors il fallait frapper très fort. Frapper très fort, ça veut dire passer par-dessus la violence intrinsèque exercée par les églises, qui maintiennent une puissante force de cohésion
dont on va parler un peu, et la force de cohésion, c'est déjà de la topologie. À l'époque, en effet, quand je tenais mon séminaire à l'APM, à un moment, j'ai commencé à parler de religion. J'ai été tout de suite interrompu par les membres même de l'APM. Pourtant, je ne disais pas grand-chose. Mais c'était pas supportable. Donc j'ai laissé ça en plan, mais ce soir, je vais reprendre la question, quitte à nouveau à faire bondir, enfoncer des portes ouvertes. Mais bizarrement, paradoxalement, à travers les interdits ou grâce à elles, eh bien, aujourd'hui, on peut en dire 1000 fois plus qu'on pouvait même en penser il y a ne serait-ce que 20 ans. La parole s'est libérée sur la religion. Pourtant, dit-on, des années de régression. Et une énorme machine langagière s'est mise en place pour mastiquer la question. Alors maintenant, ce n'est pas qu'on ne peut plus en parler, c'est peut-on ne pas en parler? Tous les autres sujets du monde du souci et de la réflexion paraissent dépassés, philosophie, psychanalyse, schizophrénie, toxicomanie, ça n'intéresse plus personne. Par contre, le monde du rêve se porte très bien. People, politiciens, cinéma, saturent l'espace, naviguant entre illusion et désillusion. Donc l'attention est portée sur la religion, comme on disait autrefois, la femme. Disons que c'est le lieu actuel du trauma. Ainsi, et chacun ses prophéties, je supposerais que le XXIe siècle verra la fin des religions telles qu'on l'entend actuellement. Alors je vais un peu en parler, mais je ne vais pas glisser dans la sociologie de bazar habituelle, comme il est de bon ton dans la psychanalyse. Quand on ne travaille plus les concepts, on se fait militant politique de ces émois adolescents. Je vais également me cantonner simplement aux religions moyennes oriento-occidentales. On disait judéo-chrétienne il y a peu, maintenant on dit les 3 monothéismes. On mettra de côté scandaleusement le foisonnement des philosophies, religions de l'Extrême-Orient. Donc en réalité, il n'y a pas 3 monothéismes, mais des milliers. Ce sont des réservoirs d'éthique, résultats d'expériences, ardemment élaborés et énoncés par de très sérieux sages et des prophètes illuminés et irradiants, qui transmettent le poids des mots, plus ou moins compris, entortillés, de réel et de symbolique, pour nous délivrer des affres et des douleurs. Il y a donc 2 voies. Il y a la voie des philosophes qui ont essayé, à travers les âges, de se cantonner au raisonnement et à l'observation, disons à une orientation épistémologique. Les religieux ont, en règle, mis en avant des expériences hallucinatoires pour accéder à la vérité et se sont spécialisés dans les énoncés de la loi et du pouvoir politique. Remarquons au passage que ces religions si pures et si rigoureuses sont toutes entremêlées, entretissées de superstitions et de magie. Enfin, il s'agit encore de sujets sursensibles, pétris de violence, comme je disais tout à l'heure, et susceptibles de sursaut d'une extrême réactivité. Ils sont en effet reliés à l'origine, réelle et supposée, au sentiment d'identité de chacun. Elles renvoient à une antériorité qui préside du plus profond de l'histoire à la validité, à la possibilité de l'existence de chacun,
la lignée des ancêtres, le lieu du désir et de la loi et du narcissisme fondateur. En effet, les religions comportent tout un mouvement vers la loi de séparation, de limitation, ce que nous appelons la loi de castration. Elle est supportée par la parole, et les énoncés qu'elle a semblé nécessaire de fixer ont alors abouti dans des inscriptions pérennes pour être éternelles. Donc l'écriture dans un livre, devenu le livre pour toutes les religions, le livre premier, best-seller de tous les temps. Les religions monothéistes littéralement désignent la création de l'être humain, autrement dit, sa naissance. Soyons simples, disons sa conception, son enfantement. Et chaque religion situe le Tout-Puissant. Ce n'est pas un scoop. Le Tout-Puissant avec un projet initial et majeur d'affirmer que le Tout-Puissant se trouve ailleurs, se trouve hors du sujet, de soutenir que le sujet, le par-l'être sur qui la parole divine est tombée, n'est pas le Tout-Puissant. Pour le dire encore d'une autre façon, et pour le répéter, que les religions monothéistes ont voulu établir la situation suivante, c'est destituer le par-l'être de la toute-puissance, en lui assénant que c'est exclu, qu'il en est radicalement et à jamais exclu. On n'a pas semblé ainsi porter une attention suffisante au propos initial énoncé par le Dieu des Juifs. « Je suis le seul », indiquant d'abord et essentiellement qu'il n'y en a qu'un, et ce n'est pas toi. Toi, tu es séparé de moi, tu es issu de moi, tu es un reste. Je te nomme objet, ainsi que tous les autres objets. Et tu es en dette avec moi, en lien avec moi pour toujours. À noter que ces religions s'appuient sur une manœuvre aussi habile et intéressante pour notre conception de la structure qu'elle est dangereuse, soutenant ainsi que la toute-puissance existe, qu'elle n'est pas caduque, mais qu'elle est permanente et irréductible, tout en l'attribuant à un lieu plus ou moins innommable, irreprésentable, réservant ainsi une part de réel pour éviter sa saisie entière. Cette création, cet enfantement se réfère donc à la place première de la conception, de la naissance, c'est-à-dire de l'infantile, à cette période hallucinée du un et de l'enfant tout-puissant, et plus loin de l'être humain tout-puissant. Si le prophète, lui, dispose d'un lien direct avec le divin, chaque religion met ensuite en place une corde de représentants, de gardiens du temple, qui disposent des tampons d'accréditation de l'origine, de la mort et de l'identité. Étrangement vêtus, accoutrés avec dignité pour signaler leur état non ordinaire, conduisant des rituels baroques, ésotériques, mêlant surmoi réel, obligations, interdits, multipliant les contraintes et les limites. Ces représentants et gardiens des dogmes et des écrits sont des propriétaires décrétés légitimes et exclusifs, en lien avec ceux des bas de la toute-puissance. Et ils sont naturellement entretissés avec le pouvoir et la politique. L'institutionnalisation donc des religions
s'effectue selon des accommodements pragmatiques par les fondés de pouvoir qui ne sont pas les créateurs du concept. Et ces clercs tiennent nécessairement compte des réalités psychopathologiques des peuples et procèdent à des aménagements à distance, plus ou moins lointaines, avec le projet initial. C'est l'éternelle question du notable et du pouvoir. Le religieux, ainsi qui parle au nom de Dieu, se trouve dans un glissement possible, un glissement identificatoire, une possible inclusion, une incarnation, et de là, un risque d'usurpation qui est proprement déicide. Donc, conservation et transmission des écritures, des dogmes, par ceux dont Lacan disait avoir un problème avec les dévots de l'écriture. Les religions monothéistes interdisent toute la représentation de Dieu, de la divinité. C'est-à-dire, cette injonction permet de préserver une part inatteignable de réel et demande par là de ne pas lui offrir une place d'idole. Force est cependant de constater la prolifération des représentations idolâtres d'un substitut de Dieu vivant, dirigeant politique ou religieux, à plus ou moins grande distance, mais de nombreux pays sont ainsi submergés de représentations du dirigeant politique, du Dieu sur terre, de ses images, de ses faits et paroles. Les clercs et notables naviguent ainsi entre la transmission de la loi et l'imposition d'une chape de plomb pouvant persister pendant des siècles et des millénaires sur des populations qu'elles étouffent alors. On parle souvent de la fin de la psychanalyse. C'est la même question des clercs dans une déformation ou un affaiblissement ou un arrêt de son travail. Donc, il est nécessaire de ne pas confondre la naissance des religions avec leur institution dans ce que nous appellerons, avec ce terme générique, des églises. Mise en place, évidemment, non superposable, d'autant plus qu'elles se politisent. Ainsi, toute élaboration, toute construction de pensée, qu'il s'agisse de religion, de philosophie, de science, de psychanalyse, sans aucune exception, est rattrapée par son institutionnalisation, qui simultanément préserve et transmet ses avancées en les déformant ou les effaçant. Pour la raison que les officiants sont nécessairement situés à une autre place, une autre position structurale qui n'est pas celle du découvreur. C'est bien, j'avance vite. Je voudrais d'abord, sans les étayer, rappeler des positions, des idées que je serine, mais qui sont fondamentales pour notre propos, entre autres, que je vais citer sans les étayer, qui sont la circulation des positions entre les structures, des positions dans la structure, pardon, au cours d'une même journée, dans la vie des sujets, pouvant couvrir toute la gamme psychopathologique. Ensuite, l'origine, le passage, la présence, la prééminence de la position psychotique chez le par-l'être. Il est clair que coexistent chez un même sujet, chez tous les sujets, des parts névrotiques et des parts psychotiques. Comme le conscient qui ne représente qu'une petite portion du sujet
et que l'inconscient, la langue, la matière du corps, son ADN en constituent la part majeure, il existe chez chacun non pas de petites taches aveugles, mais d'immenses continents invisibles, en lien avec la jouissance archaïque, profonde, minérale, des continents surpuissants dans la matière, dont le totalitaire lui-même ne représente qu'un minime aspect, même si leurs effets nous apparaissent considérables. Ainsi, tout sujet qui pense avoir abouti à une vérité, qui devient sa vérité ou la vérité, finit par se retrouver en relation symptomatique avec elle, s'étant approprié cet objet ou en étant inclus dans un ensemble cerclé. Concept, système, théorie, projet, Dieu. Toute pensée, tout ensemble de la pensée, tout ensemble organisé de la pensée, a affaire ainsi avec la toute-puissance. Et ce n'est pas les intellectuels qui me contrediront, qui ont toujours une part importante prise dans le totalitaire. C'est une spécialisation que Lacan a abordée par un biais de confrontation qu'il a appelé la connaissance paranoïaque. Tout ça se situe dans une épure de deux absolus. Je nommerai le grand autre et le petit autre. De structure, tout par l'être peut quitter et quitte les bornes du symbolique. Dans une bulle que l'on appellera ou de déni ou d'effacement, et ceci en fonction des situations, des rencontres, l'usage de psychotropes, etc. Ce sont des situations transitoires, partielles et en secteur. Je rappelle que les grands cliniciens de la psychiatrie, et vous voyez ça dans tous les manuels, parlent que toute psychose est en secteur, c'est bien démontrer ce que je viens de dire. Donc là, mais il se trouve que la structure est dotée de la capacité de réintégrer un nœud borroméen et repasser par la barre de castration. Pour certains, par exemple ceux qui sont fixés dans certaines histoires psychotiques, par organisation interne ou par organisation externe, famille, société, repasser par cette barre de symbolique peut être d'une difficulté extrême. Il existe par exemple des régions du monde dans lesquelles la prise en masse dans la psychose, qu'elle soit mégalomanie, paranoïa, mélancolie, somatose ou déstructuration, est endémique. Donc je vais proposer pour ces monothéismes un ou deux traits, simplement un ou deux traits de leur naissance et de leur projet, un extrait. L'hébraïsme est présenté et se présente ainsi selon l'extraction hors de la maîtrise, de la propriété, hors de la toute-puissance de l'empire du grand autre. La question est sortir de l'esclavage, s'évader, fuir et se libérer. L'hébraïsme désigne ainsi d'emblée radicalement, dans la guerre et dans la violence, une bataille dans laquelle se mêlent la vie et la mort, la coupure et la séparation. La coupure est intrinsèque, inhérente à l'hébraïsme, en tant que survie vers une possible vie. Elle comporte dans la radicalité de cette démarche quasiment l'impossibilité d'identification au grand autre. S'il n'est pas le premier ni le seul, le judaïsme incarne cependant, par ce fait, cette séparation absolue.
en se situant essentiellement du côté de l'objet. Le christianisme. Et je vais vite. Le christianisme se débat naturellement, bien évidemment, lui aussi avec ses toute-puissances. Mais son action porte sur l'essai de tempérer la question de l'objet. En ce sens, il est véritablement le prolongement de l'hébraïsme, un mouvement à son départ au moins profondément juif, mais il prône un fait nouveau, considéré comme un pas fondamental, qui n'est pas uniquement le combat de survie, mais quelque chose qui va mener à fournir des sujets qui seront nommés par justement les Juifs, nommés les gentils. Le gentil prône à s'offrir comme objet à s'accepter comme tel, abandonner en quelque sorte cette bataille avec le grand autre et ne pas rendre coup pour coup, œil pour œil, mais tendre l'autre joue, rendre un baiser pour le cou. Autrement dit, prôner le remplacement de la haine originelle, du détachement, par l'amour. Ce qui dénote un contexte d'une certaine sécurité, une situation de sérénité, d'absence de danger vital qui n'était pas là lors de la période égyptienne. Autrement dit, se situer un objet A, non pas persécuté et luttant pour sa survie, mais réceptif à une relation possible. Un objet petit a aimable, aimable à l'autre, un grand A pondéré et non mortel, mais dans une relation qui peut être d'échange. Le mahométisme envisage lui aussi cette toute-puissance et l'interposition de cette distance entre le tout-puissant et l'être humain. Ces difficultés portent d'abord par son établissement par l'imposition et la conquête, davantage que par l'adresse élue et choisie, et une participation intégrative obligatoire dans la communauté. La soumission ici envers le Tout-Puissant est déviée par une inclusion exigée. Et de là, une facilité à se fondre dans le un. Par exemple, tourner en masse autour de la pierre noire, comme summum de l'acte religieux, évoque plutôt une transe qu'une élaboration de la distanciation, communier dans la masse, dans la toute-puissance et s'y fondre. Ainsi, ce qui est le cas pour toutes les religions, cette circulation dialectique, dans le mouvement de distanciation avec l'absolu du grand autre et du petit autre, le mahométisme semble actuellement avoir versé, comme le christianisme durant de très longs siècles, qui a surjoué cette participation, de l'autre côté de la coupure, c'est-à-dire du côté du grand autre, et pire, vers la suture de cette coupure, pour retrouver le pur un, et ainsi quitter l'impur de l'objet et l'effacer, inversant ainsi le projet initial de la loi. Alors, si nous parlons de psychanalyse et de métapsychologie, qu'est-ce que la métapsychologie? C'est utiliser certains repères cardinaux de la psychanalyse, faisant pivot. Prenons deux points simples de topologie. Le cercle ou la sphère. Le cercle en 2 dimensions, la sphère en 3, c'est mieux. La sphère, c'est la sphère magique. La sphère du 1. C'est un espace de pensée qui est clos, qui est refermé sur lui-même et serré par le déni.
Il peut être instantané, fugace, ou installé à demeure, fixé, gélifié, empêchant toute intrusion, en tout cas, tout signifiant étranger, et de là tout possible nom du Père, venant acter la différence. Ainsi, celui ou celle qui rejoint une certitude de soi, de pensée, sa vérité, se trouve dans une forclusion de fait. Un imaginaire sans trou, même si cela, encore une fois, ne concerne qu'une part de sa pensée, qu'une partie de sa vie. Lacan a bien noté à ce sujet que l'imaginaire est double. Nous pourrions ajouter, il est même multiple. Ainsi, le retournement de la question se donne naissance à un certain nombre de prétendants à être le père de la horde en secteur, quel que soit son sexe et le lieu où il s'applique. Une situation de folie, conscient de sa supériorité, c'est une vie de roman au fond. C'est une vie de roman, mais véhiculée par une précarité phallique, un sentiment inconscient mais prégnant et ressenti comme vital, comme un danger de mort, d'une irruption de l'hétérogène qui pourrait être cataclysmique. Nous pourrions avantageusement remplacer le terme de psychose par celui de jouissance. Malheureusement, ce terme est trop vague et trop générique et ne décline pas suffisamment de variété. On a la jouissance phallique, la jouissance autre, mais ça ne permet pas de rendre compte dans une différenciation suffisante la jouissance des plantes, de la pierre, d'un certain nombre de fonctionnements strictement psychiques. Mais effectivement, nous allons consacrer les 2 années à venir sur cette question. Alors, je parlais du cercle magique, parlons de la castration. Je ne sais pas si c'est magique, mais ça vient opérer une entame qui est nécessairement douloureuse et souvent fracturante dans cet espace originairement clos. La castration est générique. Elle installe un étage d'humanisation. L'être humain s'est andouille, naturellement, le regrette toute sa vie, qu'il consacre à essayer de la contourner, l'amadouer, la contrer, la marchander, la dénier et la soutenir. Car elle offre un espace de vie, ouvre des espaces virtuels, un creux qui permettront d'orienter la mobilité physique et psychique, sa créativité et sa descendance. Il faut souligner d'autre part que, quoi qu'on en pense, la psychanalyse s'est essentiellement occupée et préoccupée de la névrose, de l'humanité du par-l'être, de ce qui fait sa valeur, ses douleurs, ses errements et inhibitions, c'est-à-dire de ce qui se situe après la castration. Mais ce qui nous occupe ici, c'est d'aborder plus frontalement une réalité clinique comme invisible, mais bien plus dominante, qui est le fait clinique psychotique. Puisqu'il est question de religion, Freud nous dit que la religion est une illusion. Puis il la décrit comme névrose obsessionnelle de l'humanité. Je fais remarquer que illusion est une catégorie bien connue de la psychiatrie classique. Il s'agit d'un état délirant, un fait psychotique. Tandis que la névrose obsessionnelle est rangée dans les états névrotiques, névrose de contrainte. Contrainte de quoi? Contrainte de la séparation. C'est tout ce qui lutte justement contre l'effort d'unité. Par exemple, désolé, mais on nous rebat les oreilles de l'histoire de l'homme au loup, pour qui le nom du père serait bien à sa place.
et qu'il ne s'agit pas de psychose. Bien sûr, c'est en place, mais pas seulement. Momolu s'est trouvé comme tant d'autres dans certaines situations où ce nom du père a ripé et s'est évanoui. Il a bien été le siège de phénomènes élémentaires, authentiquement psychotiques pour le moins. Donc sur le parlet tombe la castration. Elle est dite inaugurale et décrite comme mythique. En réalité, elle ne cesse de s'écrire et d'advenir tous les jours, au long de la journée, au long de toute une vie. Et à certains moments, elle s'actualise, se réactualise sur certaines positions éventuellement fixées à l'occasion d'événements et de rencontres surprenantes et massives. Et là, elle bouleverse un chemin de vie qui est jusque-là éprouvé comme ordinaire, destituant une jouissance parfois considérable, centrale, majeure pour le sujet, et provoquant un effondrement narcissique, un temps dépressif, par quelquefois la mélancolie, voire une défaillance physique et corporelle dans ces différents fracas. Également, donc, une déstructuration physique ou psychique qui pourra être amenée à des essais de construction. De très longues discussions se sont tenues parmi la deuxième génération des psychanalystes. Chaque être humain passe-t-il, oui ou non, par une phase psychotique? Est-ce que cette phase du 1 et son enracinement dans le tissu du par-l'être n'est-il pas intrinsèque au fondement du sujet et de la fécondation? Et par exemple, il est clair qu'il s'affirme nettement lors des premiers temps de la vie, au stade du miroir, pour se développer ensuite en partie. Cette castration quotidienne, continue du par-l'être, ces castrations façonnent la vie en une lutte, un combat, un effort, et souvent un malaise, comme dit Freud. C'est la vie de chaque sujet, éprouvante, fatigante, épuisante, et l'activité du sujet comporte ou représente cette lutte contre la jouissance, son effectuation, sa limitation, son bridage à travers des activités comportant intrinsèquement sa pondération. Ainsi, quoi qu'il en soit, le sujet a besoin d'aller se reposer, se ressourcer. Il a besoin d'une alternance de phases de non-combat et de non-castration. Faut-il dire de félicité, de céder à la jouissance prononcée? Est-ce qu'il s'agit là de phases délirantes? Pensée, romance, éprouvée physique, maladie physique aussi, ébriété, réussite, et par exemple, bien visible lors de ce qu'on appelle la nécessité quotidienne du sommeil. Bien que ces castrations permettent, comme on disait, la mobilité physique et psychique, les bonnes heures du sujet, le par-l'être, il se trouve qu'il ne l'accepte jamais. Ça l'insupporte, le par-l'être. Ça l'éloigne du nirvana, de la félicité rêvée, quasi phylogénétique. Par structure, son souhait fondamental reste donc l'effacement de cet entail. Issu du 1, le par-l'être ne pense qu'à y retourner. Il ne rêve que de ça. Sa vie de névritude, son asservissement à ses symptômes, aux limites, aux maux et aux autres, lui sont très pénibles. C'est le fond ambivalent du par-l'être. Adorer et détester, refuser la séparation et en bénéficier. Donc, ce n'est pas un scoop non plus, le par-l'être porte par structure un tropisme totalitaire. Il est orienté vers le un, vers le tout.
Alors, sur la question de l'hébraïque, comme paradigme de la séparation, l'anti-hébraïsme, ou alors pour prendre le terme habituel, l'antisémitisme du par-lettre, nous pouvons dire que l'antisémitisme du par-lettre est structurel. Il est de l'antisémitisme et de structure chez le par-lettre. Et même le degré d'antisémitisme pourrait être mesuré dans un pays, dans un groupe, pour constituer un étalonnage, le curseur de sa prise en masse dans le totalitarisme, voire les états psychotiques. Là, le sentiment océanique de félicité devient au moindre artefact océan de haine. Et au passage, comme Freud demandait pourquoi la guerre, remarquons au passage que la guerre désigne très exactement ce qu'on appelle la psychosomatique ou la somatose, qui est dans la réalité le fractionnement de l'autre en 1000 morceaux, le morcellement du sujet réalisé à la fois dans la réalité et dans le réel, voire sa mélancolisation, la déstructuration de son corps par le prétendant à être l'autre, dans l'effort de rendre l'autre fou. Alors après ces choses pas très agréables, on peut pondérer aussi en disant que ça occupe le devant de la scène. Mais ces caricatures choquantes expriment la visibilité des états psychotiques et des états psychiques. Mais ce n'est pas que la pathologie augmente. Elle répond seulement à l'injonction actuelle de s'exprimer, d'exprimer sa folie. Qu'on dise, dit Lacan, qu'on dise reste oublié dans ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Eh bien, en ce moment, on dit énonciation, projection du dire sur grand écran, et tout ceci rentre dans la moulinette et les haines s'y dissolvent. Dans la conscience générale de la politique actuelle, un conflit est considéré comme le conflit central et majeur qui commanderait l'ensemble des conflits de la planète et dont la résolution signerait la paix mondiale. C'est le susnommé conflit israélo-palestinien, qui est qualifié de conflit territorial. En fait, ça ne concerne pas un empire ou un continent, mais ça concerne un territoire extrêmement exigu, plus petit qu'une région française, qui elle-même n'est pas si vaste. Il s'agit d'une épure. En effet, il s'agit bien d'un conflit territorial, mais d'un conflit des territoires psychiques. C'est en effet le conflit majeur et caricatural du par-lettre, de l'affrontement dialectique et physique, du représentant paradigmatique de la castration avec le représentant caricatural du prétendant à être le grand autre. Maintenir la séparation ou l'effacer. Quelques petits siècles après d'autres, ensemble, nous assistons donc actuellement aux convulsions d'une autre communauté, de l'entrechoc de l'hétérogène portant le trait de la loi sur le cercle clos, sur la psychose et le déni installés comme normes prescrites. Et le réel en surgit, explosif, effrayant, douloureux et terrorisant. Malgré les apparences insupportables, cependant, ce mouvement de fond correspond à une orientation vers le livre, vers la loi.
même si elles apparaissent comme des brindilles sous le déchaînement pulsionnel, et que le fond totalitaire régnant revêt les oripeaux de la loi. Le soubassement de l'humain, et de là sa barbarie inimaginable, dit Freud à la fin de sa vie, lors de son déchaînement à cette époque, lui semble infiniment plus puissant que ce à quoi il a consacré sa vie, à ses constructions psychiques. Peut-être n'ose-t-il pas penser, comme nombre de psychanalystes, par exemple, que le mouvement du monde, porté actuellement par l'organisation du langage, est encore bien plus puissant. Même si certaines barbaries ont abattu parfois même de façon définitive certaines civilisations entières, ce ne sont que des feux d'artifice fugaces, comme le montre l'histoire de l'humanité. Même en s'appuyant sur les derniers progrès techniques à l'efficacité de nuisance maximale, les barbares n'ont aucune chance. L'histoire du monde humain montre la progression inéluctable d'une contrainte, d'une distanciation avec la jouissance, dans un déterminisme qui nous échappe. Expansion de la vie dans une complexification et une souplesse en progression géométrique. Et le nouveau rapport social, souhaité autant par Freud que par Lacan, se trouve déjà là. Elle s'appelle, avec ce terme désuet, de symbiose, qui attire les populations du monde qui fuient les barbaries, cherchant des relations plus apaisées avec le petit et le grand autre, dans des relations d'échange créatif entre les uns les autres. À travers le langage apparaît un passage progressif de la prédation à la symbiose, mécanisme rapidement généralisé dans l'organisation sociale de l'humanité. Ce bain de langage, fluide, interstitiel, tamponne les haines et les pulsions d'emprise. Le langage phénoménal concentré d'énergie, de potentialité et de puissance tient en laisse l'excès pulsionnel vers leur pondération et leur dérivation créative, passant des passages à l'acte aux actes. Les prêtres se calment, et pour l'heure, le sujet est le dépassement de la part délétère de la psychose. Désolé de vous assommer.